Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Transmission, le Transmission numéro 29. Transmission, c'est donc la table ronde cinéphile qui, comme Jean-Claude Van Damme, fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Aujourd'hui, je suis, encore une fois, bien entouré par mes collègues. Mon collègue Manuela, c'est là devant moi. Manu, comment vas-tu ? Très bien, Olivier, et toi ? Ça va bien, ça va bien. Je me réjouis car il y a bientôt le Festival de Cannes et nous allons demander tout de suite à monsieur Lucien Alflands qui est là à ma droite. Comment vas-tu, Lucien ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci. Alors, quel film attends-tu dans cette sélection concoctée par monsieur Frémaux ? Je peux pas en parler, je vais en parler très brièvement parce que fatalement on n'a pas vu les films, mais le Kleber Mendoza Filho, produit par Saïd Ben Saïd, qui le co-réalise avec son directeur photo dont j'ai oublié le nom, m'attire beaucoup, j'ai beaucoup aimé ces deux précédents films, donc voilà. Et toi Manu, est-ce que tu as repéré un truc dans le programme de monsieur Titi ? Ouais, après, j'ai pas le même enthousiasme que toi vis-à-vis d'une sortie de Cannes, parce que de toute façon, on n'est plus dans une époque où ces films-là ne sont visibles qu'en festival. On va forcément à un moment les voir. Il n'y a plus cette notion d'exclusivité que tu pouvais avoir auparavant. Donc, oui, il y a des cinéastes qui m'intéressent dans la sélection, notamment Bong Joon-ho, mais voilà. Il y a un aspect très politique dans la sélection cannoise où tu te dis c'est intéressant de voir tel cinéaste apparaître en sélection, en comparaison, de voir le Tarantino, etc. Il y a un jeu politique dans l'ouverture de la sélection et ça semble être une sélection plutôt assez ouverte avec des réalisateurs en tout cas intéressants. J'ai aussi envie de voir le Bakuro parce qu'on avait beaucoup aimé Aquarius ici même. Mais voilà, c'est plus un intérêt pour des réals qui incorporent la sélection que réellement pour la sélection en elle-même. Ça, c'est parce que Manu ne veut pas s'avouer à lui-même qu'il attend très fort le canto. Le canto doué, non, c'est pas canto doué, c'est Mektub My Love Intermezzo. Donc le film le nouveau Tinto Brass, c'est ça? Mais c'est bien, Lucien, comme tu l'as cité, je peux citer d'autres choses parce que bon, moi voilà, je suis un peu un fan, je suis un peu une midinette du Festival de Cannes, donc c'est vrai que cette année la compétition me réjouit plus que les compétitions parallèles, c'est ce qui est pas arrivé depuis quelque temps, mais depuis oui. au moins aussi longtemps que Van Damme n'a plus fait de grand écart, enfin qu'on n'a plus vu un pied de Van Damme dans le cinéma d'auteur. Mais donc oui, il y a beaucoup de films qui m'intéressent, notamment le film de Desplechin, parce que j'avais pas du tout aimé son dernier, je trouvais qu'il tournait en rond, et là maintenant apparemment il se frotte plutôt à un polar, donc ça m'intéresse. Ah, puis avec un titre sexy, Roubaix, une lumière, mais bon, ça il a jamais été le chef des titres, hein, non, plutôt pas, ouais. Mais sinon je m'intéresse plutôt à un autre film qui s'appelle Atlantique, qui est réalisé par la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, qui avait signé 1000 soleils, c'était un moyen métrage qu'elle avait fait avant qui était assez beau, et c'est aussi un sujet sur les migrants mais qui est traité d'une manière un peu fantastique, et ça m'intéresse plutôt. Je vais surveiller ça en sélection. Voilà. Par contre, je n'attends pas du tout le film de Toledano et Nakache en dernière séance. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En tout cas, ce soir, nous allons parler de 3 films. Le premier est un film espagnol, c'est El Reno, le film de Rodrigo Sorogoyen. Et puis, on parlera d'un autre film en espagnol qui s'appelle Les oiseaux de passage de Ciro Guerra et Cristina Gallego. C'est un film colombien. Et on terminera avec le Mid-90s de Jonah Hill. Voilà, donc... on devait aussi signaler en introduction que nos amis ont ouvert le fameux cinéma pop-up à Bruxelles, le Kinographe, donc dans les casernes d'Ixelles. Et attention, grande nouvelle, il y a une case ciné-culte
qui sera ouverte tous les 15 jours. Le premier film, ce sera Apocalypse Now le 15 mai et il y aura aussi Lost Highway le 29 mai et nos camarades du Kinographe nous laissent carte blanche pour organiser des petites interventions autour de cette case ciné-culte. Donc on fera au moins une introduction du film de Francis Ford Coppola le 15 mai et puis après on va réfléchir ensemble à vous préparer d'autres surprises et éventuellement autour des films et puis de toute façon ce sera une occasion de se rencontrer et de discuter si vous en avez envie. Allez, on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet avec le film El Reino de Rodrigo Sorogoyen. No tienes nada. Tú hubieras hecho lo mismo. Pero no lo hice. A veces se pierde. ¿Que me estás amenazando? Si de verdad quieres cambiar las cosas, se hace así, desde dentro y con poder. ¿Sabe qué le digo? Me gustaría verla a usted en mi lugar. Y a mí me gustaría que por una vez uno de ustedes contestara con sinceridad una pregunta. El Reino, c'est donc le nouveau film coécrit et réalisé par Rodrigo Sorogoyen, qui avait déjà été repéré par certains spectateurs avec son film précédent, Que Dios nos perdone, en 2016. Son dernier film, donc El Reino, a fait une razzia lors de la dernière cérémonie des Goya, en remportant notamment ceux du meilleur scénario, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Antonio de la Torre, un acteur qu'on a vu notamment chez Alex de la Iglesia ou Pedro Almodóvar. Ici, il interprète le rôle de Manuel López Vidal, un homme politique qui se retrouve la cible de la justice et des médias lorsqu'une vaste affaire de corruption éclate au grand jour. Mais, m'en demandez pas plus parce que j'ai pas tout compris, mais Manuel refuse d'être un bouc émissaire et va tenter de récupérer des pièces à conviction pour ne pas plonger tout seul. C'est un film qui s'étale quand même sur plus de 2h10 et il est interprété également par l'actrice Barbara Leni qui jouait dans La Nina del Fuego et elle est ici dans le rôle clé de la journaliste Amaya Marin. Manuel, tiens, justement, qu'as-tu pensé de l'histoire de Manuel ? Les blagues à consonance hispanique, c'est ça? on est passé à ça, ok, je vois le niveau de l'émission maintenant. Non, plus sérieusement, en plus c'est moi qui avais suggéré ce film au programme, puisque j'avais beaucoup aimé Que Dios nos perdone. Et j'y retrouve pour moi dans El Reino beaucoup des qualités de son film précédent. Pour resituer, Que Dios nos perdone, c'était un film policier, là on est dans un thriller politique qui se réfère à un genre qu'on a beaucoup vu dans les années 70 et Que Dios nos perdone m'avait séduit par un aspect à la fois extrêmement prenant dans le caractère de son intrigue qui était une enquête sur des meurtres tournant autour de vieilles dames et la manière dont il avait de brosser ces deux personnages de flics, de vraiment faire une étude de caractère, de vraiment fouiller ces personnages-là, chose qu'on voit plus aujourd'hui trop dans le cinéma américain de genre, qu'on voit à la rigueur peut-être chez les Coréens, chez les Italiens. C'est un film extrêmement ludique, extrêmement prenant de par son rythme. Ce que tu n'as pas précisé, c'est un film qui est constamment à la première personne. Tu suis constamment le personnage de Manuel López Vidal. Et ce qui est hyper intéressant dans la manière à la fois dont c'est écrit et mis en scène, c'est que donc on est beaucoup dans des courtes focales très proches du personnage, on a un côté très anxiogène, plongé en apnée, il y a une logique en plus d'écriture de le faire quasiment échouer. Toutes ces tentatives, donc il y a un jeu comme ça de constamment de le voir tenter quelque chose et toujours échouer. C'est un film, je trouve, qui est très fort dans son côté extrêmement prenant en termes de ludisme, de pur cinéma. Par exemple, vers la toute fin du film, une scène spectaculaire avec pas grand chose en termes d'économie de moyens, une course-poursuite de nuit, un jeu sur des phares de bagnole et quelque chose qui au final est extrêmement prenant et à la fois des personnages extrêmement bien caractérisés, tenus et cette idée en plus qui est assez fine je trouve parce qu'il fait référence aux nombreux scandales qui ont émaillé la politique espagnole et notamment le Parti populaire espagnol. Il prend pour parti de jamais donner dans quel camp politique est ce personnage-là et de jamais te donner les clés de son degré de culpabilité. Et je trouve qu'au final, il y a un côté extrêmement intéressant dans le jeu qu'il instaure entre toi, le spectateur, et ce personnage-là, et ton degré d'adhésion à ce qu'il fait. Et c'est là où il est très fort, parce qu'en fait, tu suis grosso modo un salaud, un authentique salaud, et la manière dont il te fait prendre parti pour ce personnage-là. Par rapport à ça, après je passerai très rapidement la parole à Oli parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, plein de choses avec lesquelles je suis en accord ou pas. Juste par rapport à ça, je suis d'accord avec tout ce que tu dis sur la prise de position du personnage et par rapport au personnage.
mais j'ai quand même l'impression que le film n'est pas tout à fait clair dans ses intentions par rapport à ce personnage. À certains moments, j'ai l'impression que pour des raisons dramaturgiques, il en fait un peu un gars qui se bat seul contre tous et qui le glorifie un peu dans ce côté-là. Ce que je trouve un peu étrange parce que ça ne colle pas, je veux dire, aux propos que je sens dans le film. Et la scène finale est un peu ambivalente aussi là-dessus, même si elle est hyper intéressante sur plein de points. Je trouve que sur le fond, sur ce qu'il essaie de raconter sur ce personnage, je trouve le film un peu incompréhensible en fait. Moi je pense justement elle est l'aboutissement de ce jeu d'identification au personnage, et justement typiquement dans cette scène-là il y a quelque chose qui se passe dans le découpage de la scène et la manière dont il va se rapprocher progressivement de l'axe regard du personnage. C'est justement là où à un moment il fait un truc qui est souvent assez casse-gueule dans le cinéma, qui est un peu un trope visuel qui est de regard cam. Ce regard cam, et je trouve qu'il est extrêmement bien amené dans la logique qu'il a amené tout au long du film d'identification au niveau du personnage. Et justement là, pour le coup, il n'est pas dans le film de dénonciation un peu bête et méchant. Il repositionne un questionnement qui a trait au cinéma. Et quelle part t'as aussi toi dans entre guillemets le système? Mais ouais, et moi, le problème que j'ai, c'est par rapport au positionnement que prend le film, par rapport au positionnement que prend le personnage dans cette scène-là. C'est qu'à la fin de cette scène-là, la journaliste garde le dernier mot, ça la rend gagnante, ce personnage, alors même que 30 secondes plus tôt dans la conversation, le personnage de Antonio de la Torre déjouait très intelligemment les attaques de la journaliste en lui faisant remarquer qu'elle fait tout autant partie de ce système corrompu que lui. Et du coup, moi, j'ai un peu du mal à comprendre où se place le film là-dedans, puisque, ok, il donne pas raison à l'un, il veut pas donner raison à l'autre, mais il finit quand même par lui donner raison. Non, il te pose une question à toi en tant que spectateur vis-à-vis de ce que tu as vu. Je suis d'accord sur le fait que cette scène est essentielle. Je vais reprendre un peu dans l'ensemble. Moi, je pense qu'il y a un peu, pour moi, deux films en un dans ce film-là. Il y a un film de mise en scène qui est très réussi. Il y a un film le propos du film, je le trouve confus. Je trouve que le film devient vraiment haletant à partir de la scène que je trouve vraiment brillante, la scène qu'on va appeler la scène du balcon. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Il laisse tomber ses ambitions politiques, je veux dire, pour vraiment se lancer dans un thriller presque pur et dur. Et là, je trouve que le film devient extrêmement efficace. Le problème, moi, que j'ai avec la première moitié du film, c'est qu'il y a cette ambition de mise en scène qui prend énormément de place. Hein, comme tu dis, les très courtes focales, cette espèce de lumière hyper violente qui va aller vers le plus le film avance, plus on va vers le sombre. Ces plans à l'épaule quasi permanents qui sont très, très violents. Et qu'elle essaye de créer une urgence qui n'est pas toujours là dans la première partie du film. Et en fait, cette première partie un peu bâtarde entre le mec essaie de te raconter quelque chose avec un propos très fort, etc. Et essaye de créer à la fois un thriller qui soit prenant. Et je trouve que ça va beaucoup trop vite pour qu'on comprenne quoi que ce soit. Et du coup, on n'arrive pas... Moi, j'ai pas vraiment réussi à me laisser porter par la mécanique du thriller pour être absolument dedans. Et en même temps, je comprenais rien de ce qui se passait de l'intrigue politique. Et donc, le moment où je suis vraiment rentré dans le film, c'est quand j'ai eu l'impression que le réal me disait: maintenant, laisse tomber l'intrigue politique, on va te faire 10 minutes à la fin pour que tu comprennes, juste kiffe, prends du plaisir, tu vas avoir, ça va être un bon thriller bien mécanisé, je vais dire, et tu vas prendre ton pied jusqu'à la fin du film. Et là, je trouve que vraiment le film fonctionne super bien. Donc le mec a un talent de mise en scène indéniable. Je trouve juste que la première heure, elle est un peu perdue entre ce qu'elle veut raconter et comment elle veut le raconter. Et il y a un truc qui fonctionne pas là-dedans. Et moi, en tant que spectateur, je suis un peu perdu entre les deux. Il y a peut-être trop d'ambition de part et d'autre, je sais pas, mais il y a un truc qui ne prend pas avec moi. Je sais pas ce qu'en pense Oli. Alors Oli, est-ce que tu trouves qu'il y a trop d'ambition dans ce film? Tu trouves que c'est trop? C'est vraiment trop? Non, oui, en fait oui, c'est un peu la synthèse de vous deux. Au début, moi je suis accroché parce que j'ai envie, voilà, que je trouve que c'est bien joué, que je trouve qu'il y a une vraie ambition, qu'en effet il y a une volonté de caractériser des personnages assez vite et que les premiers dysfonctionnements arrivent assez vite. Mais comme disait Lucien, dans la première heure, moi j'ai un souci parce que pour moi il y a trop de personnages, il y a bien une dizaine de personnages secondaires dans le film, j'ai beaucoup de mal à me retrouver et il y a des films où c'est pas grave de ne pas se retrouver dans l'intrigue parce que les personnages sont tellement forts et que c'est l'ambiance ou le personnage qui prime, mais là c'est pas vraiment le cas pour moi et c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai pas assez de clés en fait pour comprendre tout ce qui se passe, même si je trouve la mise en scène très maîtrisée et très tenue. Et après, en effet, comme dit Lucien,
à son dernier tiers, le film me reprend complètement et c'est un kiff pendant 45 minutes depuis la scène qui se passe en Andorre. Tu disais justement que le film a un côté thriller paranoïaque et je trouve que toute la mise en scène fait sens à ce moment-là. La scène dans la villa, à ce niveau-là, elle est géniale. La musique électro, le côté paranoïaque, le côté grand angle, le côté acculé au personnage, comme ça. Tout ça va faire sens d'un coup et s'incarner et ça se fait progressivement, donc c'est pas d'un coup, mais tout commence à fonctionner et en effet c'est brillant, la mise en scène de ce qui se passe à la station-service, ce qui se passe sur l'autoroute, c'est brillant. Et alors, en effet, la scène de fin est absolument passionnante parce qu'elle te questionne complètement sur l'affect que tu as eu par rapport à ce personnage-là. Tellement il perd, tellement il essaye des choses et qu'il n'y arrive pas et qu'on est dans ses baskets, qu'on ne peut pas faire autrement que d'être avec ce personnage-là. Je respecte si vous avez décroché du film, moi ça n'a pas été le cas, parce que pour moi c'est vraiment aussi la logique d'écriture qui est imposée dès le départ. Ce qui compte, c'est la préservation du système et que lui va essayer de se raccrocher aux branches. T'as l'impression que tu dis ce mec va peut-être se racheter en devenant entre guillemets un chevalier blanc, ce que la séquence de fin, on va pas le dévoiler, mais amène à reconsidérer quand même. Heureusement, parce que mais voilà, mais je pense moi dès le début du film, de toute façon, il bat la campagne, il va de droite à gauche, etc. Et il est comme son personnage, il ne se pose pas de questions. Mais c'est peut-être justifié comme en et donc effet, je ne me pose pas de questions à l'instar de lui dans le cheminement de ça, parce que je vois constamment cette tension, ces relations avec ses personnages. Il y a vraiment des trouvailles dans le choix des personnages en termes de casting qui fait que tu crois à cet environnement, à mon sens. Moi, j'ai rien à redire sur le casting. En effet, tu justifies ça très bien. Je n'avais pas spécialement pensé ou vu les choses comme ça. C'est très intelligent, mais je trouve d'un pur point de vue dramaturgique, c'est compliqué à appréhender pour le spectateur, je trouve. Pour revenir sur la scène finale dont on parlait tout à l'heure, il y a un truc que je trouve très intéressant au-delà de tout ce qu'on a déjà raconté. Là, à ce moment-là, il y a un vrai duel d'ego. Et en fait, il y a en effet la dimension dénonciatrice et politique de la scène qui est importante. Mais en même temps, il y a aussi cette scène peut être lue, peut être vue juste à hauteur d'être humain à être humain, et elle est fascinante rien que là-dessus. Ce qui est intéressant aussi dans cette scène-là, c'est que le personnage d'Antonio de la Torre, les quelques fois où il a rencontré le personnage de la journaliste avant, il se voit 3 fois dans le film. Oui, il joue un peu avec, on sent qu'il la drague un peu. Bien sûr, elle est castée, c'est une femme magnifique, un tout petit peu plus jeune que lui, et il dit oui, mais il vous faut vraiment un grand scoop, et donc on sent qu'il y a un truc comme ça pour elle, en effet, il a raison, c'est vrai, à ce moment-là de ma carrière, c'est bien d'avoir ce truc-là, mais en même temps, elle veut pas lui donner raison et elle veut quand même avoir l'ascendance sur lui dans la scène finale. C'est ça que je veux dire, je trouve le duel d'ego est dans cette scène aussi intéressant que tout ce qui se passe d'un point de vue de tout ce qui est méta. Tout ce qui est, voilà. Très bien, on a été long sur El Reno, mais c'est un film très intéressant que je reverrai plus en forme. En fait, il y a des films qui sont bons pour la séance de 11h du matin. C'était un film bon pour la séance de 11h du matin. Je dois dire, pour être très franc, je l'ai vu tard aussi, et mais quand même. Si tu prends Pacula et tu le regardes en 2 fois plus vite, c'est compliqué à comprendre aussi, quoi. Très bon mot de la part de Lucien pour finir. On enchaîne avec Les oiseaux de passage. Puto haus makakapurian ya. Suka tapahirai takwai pasupusua saututa pusika. So punai hatu wapushkat so punaweskas sas pusuaya. Míralo, Rafa. La marihuana es la felicidad del mundo. Donc après avoir été reconnu internationalement avec L'étreinte du serpent, son précédent film en 2015, Les oiseaux de passage, c'est le 4e long métrage du réalisateur colombien Ciro Guerra, qu'il co-signe ici avec Cristina Gallego, qui travaillait auparavant avec lui en tant que productrice. Depuis, Ciro Guerra a réalisé un nouveau film en anglais qui s'appelle Waiting for the Barbarians, avec notamment Mark Rylance et Johnny Depp, qui sortira normalement l'an prochain. Bref, donc Les oiseaux de passage, c'est quoi ? On peut dire que c'est une fresque qui s'étale sur plus de 10 ans. Ça commence au début des années 70-70 au sein de la tribu des Wayuu en Colombie, dans un désert désertique. On assiste à un rite de passage
Zaida devient une femme et elle est convoitée par Rapayé, un autre Wayuu, mais qui est lui désargenté. Ursula, c'est la mère de celle qui devient femme, va demander une très grosse dot pour que Rapayé puisse épouser sa fille. Et du coup, Rapayé va s'associer à Moïsis, un garçon d'une autre tribu, pour récolter cet argent, et ils vont le récolter en ayant recours au trafic de drogue. Et donc, Rapayé va réussir à épouser Zaida, et sa famille, la famille des Wayuu et la tribu des Wayuu se retrouvent au cœur d'un trafic international. C'est juste le début du film, je n'ai pas spoilé. Le film est interprété par José Acosta, Natalia Reyes, Carmina Martinez et John Narvaez. Alors, qu'as-tu pensé du film Les Oiseaux de Passage, Lucien ? Déjà, j'aime bien l'idée de commencer, de traiter le trafic de drogue à partir des pré-cartels, quoi, du côté presque tribal, clanique du propos, avant que le trafic soit institutionnalisé, même politisé, quand on voit l'influence qu'a eu quelqu'un comme Escobar sur des villes qui portent presque son nom en Colombie. Bon voilà, je trouve ça intéressant comme point de départ. Enfin, c'est intéressant aussi la manière dont il traite l'impérialisme américain qui va ronger les coutumes et la tradition et l'équilibre profond de ces tribus. Je sens venir un mais. Même pas tellement. Mais quand même un peu si. Non, en fait, vraiment pas tellement. J'aime la structure narrative qu'il donne au film, qui est extrêmement classique, qui est très très ample. Mais si, c'est un rise and fall presque à la Scarface, qui est matiné de rapports familiaux. T'as 3 actes qui sont vraiment hyper distincts. C'est vraiment, je veux dire, dans la structure scénaristique, si c'est pas un rise and fall, je sais pas ce que c'est. Non, c'en est un, mais après ça ressemble pas du tout à Scarface. C'est juste parce que par rapport à la drogue, au trafic d'un personnage. Mais je trouve aussi que la structure est pas si évidente que ça. Il y a quand même des grosses ellipses. Ça se passe en 5 temps. Et ça se passe en des temps qui sont relativement resserrés, avec des très très grosses ellipses. 5 parties, mais ça ne change en rien la structure complète du film au final. Effectivement, c'est un rise and fall, mais la comparaison à Scarface, pour moi, elle est complètement inadéquate ou inappropriée. C'est juste le côté rise and fall et il y a le côté la drogue, etc. Mais dans Scarface, on est plus proche justement d'un film comme El Reino, où t'es un film beaucoup plus à la première personne. Sans dévoiler mon avis sur le film, je vais te laisser parler, mais on est quand même beaucoup plus mis à distance dans Les Oiseaux de Passage vis-à-vis du positionnement autour des personnages. Non, oui, la seule référence que je faisais à Scarface, c'est le côté trafic de drogue Amérique du Sud et Rise and Fall. Il n'y a pas tellement de films. Tu parlais des fantastiques années 20 de Raoul Walsh que je n'ai pas vu, mais oui, au final, je veux dire, on est plus proche de Scarface que d'autres films qui se passent dans les mêmes circonstances, je veux dire. Enfin, en effet, c'est un rise and fall, mais il n'est pas tout à fait comme Scarface ou un film de Scorsese, parce que il est découpé en plusieurs actes très précis qui, pour moi, l'apparentent complètement plutôt à un récit qui serait type d'une tragédie ou un récit un peu théâtral. C'est exactement ça que je dis, tragédie antique. Hyper classique. Qui se veut mythologique, puisqu'on a quasiment le rôle du conteur, on a une tradition quasiment orale avec ce rôle du berger qui raconte, qui intervient au début et en fin du film. Donc tu as vraiment une structure qui se veut mythologique, qui est clairement assumée. Oui, clairement. Non, mais qu'on soit d'accord, c'est là-dedans que je trouve que la narration est extrêmement classique. Les ellipses prennent part à l'intérieur du contenu, je vais dire, mais ça ne change pas la structure narrative, c'est ça que je veux dire. Mais moi, je trouve que c'est un film qui est très, très séduisant, parce que je ne m'attendais pas du tout en fait, déjà à cet angle, ce point de vue qui est pris, et je trouve ça en effet intéressant de vouloir faire un film qui est à la fois, comment on va dire, ce récit mythologique, presque un peu mystérieux, avec tous les signes, etc., mystique, et le côté du trafic de drogue qu'on pourrait mieux appréhender, enfin en tout cas plus facilement. Mais je trouve que finalement, les deux films ont du mal
à résonner ensemble. Je trouve qu'ils ont du mal à s'accorder finalement. Et il y a un mélange des genres aussi cinématographiques, je veux dire, qui est parfois un peu étrange, mais que je trouve en fait que l'étrangeté du film colle assez bien à son sujet. Et c'est vrai que ces mélanges-là ne prennent pas toujours hyper bien, mais je trouve que l'ensemble est assez étrange, et assez étrange que pour être intéressant en fait. Oui, c'est vrai, mais là je suis d'accord avec toi. Après, là où j'ai un tout petit peu des soucis, c'est que je trouve que il y a des interprètes qui sont pas à la hauteur. Je trouve aussi que le réalisateur a parfois la main assez lourde sur certains trucs, genre l'alcoolisme des personnages, c'est quand même vachement appuyé. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais ça donne un côté un peu cheap au film. Et après, je trouve qu'il y a un discours qui est bizarre sur... Enfin, je comprends pas très bien son discours, et pourtant ça me semble être le cœur du film. C'est comment est-ce que lui... Le réalisateur, quel regard est-ce qu'il porte sur justement la culture ancestrale, la culture des clans, la culture des voyous là, dont il parle? Est-ce que c'est vraiment le trafic de drogue qui va détruire ça, ou est-ce que ce système-là se détruit de l'intérieur? Parce que le personnage qui tire les ficelles, c'est le personnage de la mère, qui est quand même le personnage le plus proche des traditions, mais c'est quand même elle qui précipite la tragédie. Et qui précipite parce qu'elle veut garder cette espèce de matriarcat, elle veut faire survivre cette espèce de matriarcat. Le film, pour moi, sur le propos, il est assez, entre guillemets, conservateur. Je sais pas ce qu'en pense Manu. Le gros souci que j'ai vis-à-vis du film, tu parles de personnages qui sont mal interprétés, c'est pas qu'ils sont mal interprétés, c'est que le film majoritairement est assez mal écrit. Il y a vraiment des personnages sous-écrits. Un truc qui est quand même très apparent, c'est ce personnage de Zaïda, qui en plus est vendu sur l'affiche du film comme personnage principal, qui est un personnage qui est esthétiquement intéressant. Qui est juste là et qui fait de la figuration. Non, ça c'est vrai que qui est sous-écrit, et tu le retrouves avec le camarade black du personnage principal qui est aussi sous-écrit, mais vraiment de manière caricaturale. Zaïda n'existe pas. Moi, j'ai eu un problème avec ça, c'est que on te fait miroiter pendant un tiers du film que Zaïda va devenir un personnage hyper important. Et alors que, en fait, ça n'arrive jamais. Non, jamais, ouais. Il n'y a pas de choix de personnage principal, en fait, parce que Raphaël s'impose assez vite comme le personnage principal, mais après, il est complètement évacué. Il n'est pas tellement évacué, c'est juste qu'il est tellement anti-charismatique qu'on n'a pas vraiment envie de le suivre, quoi. L'aspect, en fait, séduisant du film, qui fait que, par exemple, on l'a peut-être sélectionné justement autour de cette table, c'est cet aspect justement pré-cartel, cette imagerie entre guillemets un petit peu inédite qu'on a, mais en fait je trouve que c'est un film qui porte beaucoup trop d'importance à son décorum, qui finit par en oublier ses personnages, et au final, en essayant de raconter une histoire d'origine story de ces cartels, en disant très, très bêtement ça, c'est peut-être pas, mais au final en fait il n'arrive jamais à transcender les archétypes qu'il est en train de filmer, il filme des clichés, c'est assez déprimant, et constamment un truc qui pour moi de l'anti-cinéma, il ne fait que paraphraser ce qui se passe à l'écran. Et on est constamment en train de dire ce qu'on vient de voir à l'écran. Et puis après, tu as des mécanismes de bascule au sein du récit avec ce personnage j'ai oublié le nom de Léonidas, mais c'est horrible. J'ai l'impression d'un méchant de DTV. C'est tellement il est mal écrit. On a quand même plusieurs bascules du film qui se passent autour de ce personnage qui est un abruti fini. Je trouve que le film est vraiment desservi par une écriture qui est soit maladroite, soit hyper lourde. C'est un peu, en fait, j'ai envie de rebondir sur plusieurs choses. En effet, je pense que enfin, j'en sais rien, mais j'imagine que leur volonté, c'était de ne pas innover d'un point de vue narratif pour pouvoir se permettre d'être innovant dans d'autres choses. Moi, au début, je me suis dit, c'est intéressant de faire vraiment de ces personnages dès le début, des sortes de anti-héros complets. Il n'y a aucun personnage qui a du charisme, quoi. Enfin, je veux dire, t'as envie de t'attacher à aucun de ces personnages. Mais c'est vrai que plus le film avance, plus tu peux éventuellement te dire que c'est un déficit d'écriture par rapport à ces personnages. Par contre, là où je te trouve un peu dur, formellement, je trouve que le film avance. La mise en scène avance avec le récit. Il y a une certaine intelligence dans la manière dont il va amener la symétrie dans ses plans qui n'est pas du tout présente au début du film. Et plus le film avance, plus on va avoir des plans symétriques qui démontrent un peu l'absurdité de cette espèce de capitalisme qui arrive dans ce petit village perdu au milieu de nulle part.
un truc qui aurait été tout à fait impensable. Il y a aussi un travail sur le son qui est pas inintéressant là-dessus, où au début tu as vraiment des sons de nature qui sont vraiment qui prennent vraiment beaucoup de place, et puis tu as de plus en plus de coups de feu, de plus en plus de trucs un peu angoissants, stridents, des trucs qui n'auraient entre guillemets rien à faire dans ce décorum-là. Là-dessus, je trouve quand même que le film est, d'un point de vue mise en scène, intéressant. Oui, il y a la séquence, avant la séquence vraiment de séparation avec son best buddy, on va dire, qui est la séquence de fête, etc., avec le jeu de son strident sur les fusées de feux d'artifice qui sont en train de partir, etc. Exemple, tu sens qu'il y a des petites intentions, etc. Mais au final, peut-être la seule séquence en fait qui m'a vraiment marqué du film, c'est la séquence qui est pour le coup qui assume son côté inédit en termes quasiment presque anthropologiques, qui est la séquence de lever du corps. Tu as une fascination parce que tu es réellement dans quelque chose que tu n'as pas vu auparavant au cinéma, dans ce cadre-là. Et en fait, la seule séquence qui me sort un peu de ma torpeur est juste une séquence où c'est effectivement l'aspect anthropologique qui tout d'un coup m'intéresse. J'aurais pu le voir dans un documentaire, ça m'aurait autant intéressé, mais je n'y ai pas vu d'accroche en fait, dramatique derrière. Et c'est pour moi en fait, un gros souci qu'il y a dans Les Oiseaux de passage. Il y a vraiment cette volonté de faire au plus simple au niveau de la trame et d'avoir des personnages qui ne prennent pas de place pour pouvoir laisser la place au reste. Mais c'est vrai que pour tenir en haleine le spectateur, c'est pas ce qu'on fait de plus malin, quoi. Merci messieurs. Nous allons enchaîner tout de suite avec le premier long métrage de Jonah Hill, Mid-90s. You think you're pretty cool. Your ghetto ass friends. You good? You think you're tough and shit. You're just a little fucking kid. A lot of the time, we feel like our lives are the worst. But I think if you looked at anybody else's closet, you wouldn't trade your shit for their shit. So let's go. Après s'être fait connaître en tant qu'acteur comique, notamment chez Judd Apatow ou Greg Mottola au cours des années 2000, Jonah Hill s'est par la suite diversifié en jouant pour Bennett Miller, Martin Scorsese, les frères Cohen ou encore Gus Van Sant. Rappelez-vous, c'était Don't Worry, He Won't Get Far on Foot. Mid-90s, c'est donc son chef-d'œuvre. Bon, on en a parlé ici, c'était pas si mal. Mid-90s, c'est donc son premier film en tant que réalisateur et il en signe également le scénario. Le film raconte l'histoire de Stevie, c'est un garçon de 13 ans qui va vivre un été crucial de son adolescence dans le Los Angeles des années 90. Alors qu'il entretient des rapports conflictuels avec son grand frère, Stevie va intégrer une bande de skaters qui sont majoritairement plus âgés que lui. Le film est interprété notamment par Sonny Suljic, le petit garçon que l'on avait vu dans Mise à mort du cerf sacré, dont on peut dire qu'il s'en prend quand même plein la gueule en général. Lucas Hedges, qui joue son grand frère qu'on avait vu lui dans Manchester by the Sea, et Catherine Waterston, qui est une actrice également intéressante qu'on avait vu dans Inherent Vice ou dans le très mauvais Alien Covenant. L'image du film de Jonah Hill est en 1.33 et en pellicule 16 mm. Elle est signée par Christopher Blauvelt et la musique originale est de Trent Reznor et Atticus Ross qui ont dû signer à peu près, je pense, une piste et demie parce que le reste de la bande-son est composé de musique d'époque, donc des années 90, Nirvana, Jeza, Pixies, Melvins, etc., etc., etc. Je commence sur le film de Jonah Hill. Bon, alors, je trouve que le film Mid-90s de Jonah Hill est un film assez adorable. Enfin, en fait, c'est une petite chose qui va dire des choses de manière très juste, avec très peu de choses. C'est l'histoire, en effet, d'un garçon qui devient un petit peu plus grand. D'ailleurs, le film est assez littéral. Au début du film, il y a un plan où il est à vélo, il se promène, il s'embête, puis il regarde des enfants qui jouent au pistolet à eau, et puis 20 mètres plus loin, il voit des skateurs qui engueulent un gars dans la rue, et il choisit son camp. Et c'est un film qui va croquer des personnages. Enfin, moi, j'ai vu le film quand même il y a 15 jours et je me rappelle encore de tous les noms quasiment des personnages. Enfin, ils vont exister avec très peu et très vite. Mais les personnages de sa bande. Mais aussi la mère, je trouve. Ouais, pas le frère. Ben, le frère, quand même, il est là avec tout son mal-être. Je trouve que très vite, on sent qu'il y a un problème dans la maison, on sent qu'il y a un problème de figure masculine, on sent la tension entre les deux, on sent que le petit garçon a envie de plaire à son grand frère parce que c'est la seule figure qu'il a, et puis qu'il s'en prend plein la gueule. Et j'en arrive à ce qui m'intéresse encore le plus dans le film, c'est cette espèce de métaphore filée tout le long du film entre ce petit gamin qui s'en prend tout le temps plein la gueule, qui va faire du skate
un truc où tu dois te casser la gueule 500 fois pour réussir à faire un truc, qui croit qu'il doit se prendre des coups, ou en tout cas qu'il doit faire le casse-cou pour être aimé, et je trouve que c'est une super belle idée. Cette espèce de psychologie adolescente très simple, filée avec le skateboard, je trouve que c'est un truc qui fonctionne très bien. Je trouve qu'il y a des scènes qui m'ont touché directement dans le film. Il y a une scène qui est où tu as le chef un peu de la bande des skateurs qui va fabriquer une planche pour le petit gamin et que c'est filmé en contre-jour comme ça dans une lumière dorée et ça fait vraiment comme si c'était un moment exceptionnel pour le petit gamin. On ressent ça juste par la lumière, la rythmique des gestes qu'ils font. C'est une scène muette et ça marche très bien. Et puis le gamin, il va être propulsé dans une bande trop grande pour lui et il va trouver qu'il y a des trucs qui sont super cool alors que c'est des trucs qu'il faisait pas encore hier. Il a toujours cette espèce de sourire en fait. Et d'ailleurs, le film finit sur son rire. Il est à la fois dans une position inédite pour lui et quelque part un petit peu dangereuse, et ce sourire de cette espèce de jubilation de dépasser les frontières, et je trouve que c'est adorable. Je suis d'accord, excuse-moi Lucien, qui voulait prendre la parole. Non, mais je suis d'accord avec toi, Oli, parce que d'autant plus que moi j'avais quelques appréhensions vis-à-vis du film, parce que j'avais peur un petit peu de tomber face à un objet un peu rétro nostalgique sur certaines années d'enfance, avec en plus un côté peut-être qui aurait pu être chichiteux, ce côté 1.33 inondé de tubes des années 90, etc. Et très vite, le film m'a séduit, peut-être pas par son écriture, parce que justement, il y a des faiblesses d'écriture, notamment la relation aux frères, et peut-être pas ce qui est le meilleur du film, même si elle est rachetée par une très belle scène de réconciliation finale qui est muette, et là pour le coup qui se passe uniquement par la mise en scène. Mais c'est surtout là déjà un sens du casting extrêmement fort de Jonah Hill, parce que notamment tu as cité les acteurs qu'on connaît un petit peu, mais le reste de la bande est joué par des acteurs, des amateurs dont c'est le premier rôle. Et il y a vraiment une sensibilité de la part de Jonah Hill dans la manière de filmer ces personnages-là. Il y a un vrai spleen qui se dégage de ce film-là sur ces années d'enfance, sur ces années qui sont faites quand même de blessures, de meurtrissures de tous ces personnages-là, et comment, quel que soit leur degré de temps d'apparition à l'écran, ils cernent en fait leurs blessures, leurs fêlures, et comment chaque personnage existe en fait. Des plus belles séquences du film, qui est la séquence de flirt. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une séquence comme ça, de rencontre amoureuse, de flirt adolescent, aussi belle, aussi sensible, qui en plus, au-delà de l'écriture, au-delà de la direction d'acteur, dans sa mise en scène, qui est justement jamais tape à l'œil, est extrêmement fine, parce que notamment elle est quasiment presque tout se passe au ralenti, assez peu découpé cette séquence-là, et finit par un plan de sortie du personnage qui ressort de la chambre, qui passe devant tous les autres dans un aspect un peu cotonneux. Et tu dis, tu vas rester sur cette émotion-là, et non, là, on va rencontrer les potes, et là on va devenir le petit vantard, et là tu retrouves ce personnage-là effectivement qui est tout content de découvrir de nouvelles choses. Ouais, et il y a quelque chose de très juste que Hill saisit dans ça. Et régulièrement, il y a des moments de mise en scène qui sont assez percutants, le moment, la fin, le moment plus tragique de l'accident de bagnole, la manière dont il va monter de manière avec une économie de moyens. Il y a des belles idées de montage, une idée de montage qui est vachement intéressante. Je m'attendais à pas grand-chose, je m'attendais même limite à un film un peu trop générationnel, ou qui se voudrait générationnel, et en fait j'ai découvert un vrai regard de cinéaste en fait. Ouais, juste par rapport à la scène de la fête, je trouve que quand je disais aussi qu'il arrive à évoquer beaucoup avec pas grand chose. Par exemple, quand ils arrivent à cette fête où il va y avoir le flirt, t'as un long plan au Steadicam qui suit le personnage de Fuckhead, et qui va montrer à quel point les garçons sont séparés. Fuck shit, pardon. Les garçons sont séparés des filles. Et qu'est-ce que ça évoque d'un coup? Je me suis rappelé les premières soirées, comment justement les garçons et les filles se tournaient un peu autour, avaient envie de se voir, mais en même temps rester en bande avant de se fondre. Enfin, il y a quelque chose qui et se toise un peu. Lui, il va chercher des bières dans le frigo, il toise les filles, on voit où est-ce que sont les filles, on voit où est-ce que sont les garçons, la vitre qui les sépare, etc. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très juste là-dedans. On pouvait avoir peur que la bande-son soit saturée, elle ne l'est pas. Et par rapport aux références aux années 90, je trouve juste que parfois il y a des choses que nous on peut saisir parce qu'on a grandi dans ces années-là, mais qui peut-être parfois seront pas saisissables par d'autres, et ça c'est un tout petit peu dommage.
Il y a un mot qui est revenu très, très régulièrement dans ce que vous dites, c'est la justesse, et c'est exactement ça. C'est un film qui est juste, c'est un film qui est parfois un peu candide en tant que film, je trouve, mais qui porte une justesse tout du long, qui arrive à intelligemment ne pas se vautrer dans le cool par rapport aux années 90, le truc un peu rétro, etc. Souvent, les films de skateurs, etc., enfin, t'as tout de suite un truc un peu, enfin, ça se veut être cool. Là, on n'est pas du tout là-dedans, c'est juste, voilà, c'est le décorum, mais il n'en fait pas quelque chose de plus. Parce qu'en fait, le skate, c'est qu'un décorum, parce qu'on te vend toujours le film de skate comme un genre à part entière, ça n'en est pas un, c'est juste un décorum, il n'y a pas de code de film de skate. Absolument. Moi, j'ai souvent entendu le meilleur film de skate, ça ne veut rien dire. On est d'accord, il y a pas mal d'idées de montage que je trouve très intelligentes, il y a parfois des belles idées de mise en scène, t'en as parlé dans cette scène de la soirée, et puis du dépucelage, on va dire, plus ou moins. Et en plus, ce qui est intéressant avec cette scène, en plus, c'est qu'elle en crée deux autres, mine de rien. Celle qui vient juste après, dont Manu a parlé, avec la scène qui vient juste après, et un truc qui passe en un clin d'œil, mais qui est encore une fois très juste. Il recroise cette jeune fille dans le skatepark, et en deux regards, il se passe tout un truc, on a compris, c'est intéressant. Bon, voilà. C'est un film de personnages, c'est pas pour rien, c'est écrit par un acteur. On connaît le désir des acteurs d'avoir des personnages forts et intéressants, etc. Maintenant, voilà, vous avez dit beaucoup de choses, je suis tout à fait d'accord dans l'ensemble. Maintenant, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, quoi. Il y a quand même 2-3 moments où tu sens qu'il sait pas trop où placer sa caméra, je trouve. Je mets juste les petits bémols parce que je pense qu'il y en a. Si j'avais pris la parole en premier, j'aurais dit tout ce que vous avez dit très bien sur le film. Manu en a parlé brièvement, mais il y a vraiment une mélancolie qui est sincère, qui est pas un geste poétique de cinéma. Il y a vraiment quelque chose de très sincère, je trouve, dans le film. Et il a pu me rappeler. Même si des films sont très différents, mais dans la manière dont des enfants dont un enfant en l'occurrence va se construire dans son rapport avec et contre des jeunes gens plus âgés que lui, un peu plus âgés que lui. Il y a un truc presque qui fait penser à Stand By Me à certains instants. Non, tout à fait. Moi j'y ai pensé aussi, ouais. Contrairement à ce qui est aujourd'hui le cadre un petit peu de beaucoup de films qui se plongent dans ces années-là, qui jouent beaucoup sur la nostalgie et comme si c'était une époque dorée alors que ça n'est pas forcément une. Peut-être que je surévalue le film par rapport à ce qu'il est, mais il m'a tellement été vendu comme un petit premier film avec peu d'ambition, genre c'est un joli petit film. C'est quand même un peu plus que ça. Ah oui, c'est sûr. Moi, je suis quand même très curieux de ce que va faire Joanne Hill par la suite de ses prochains films, parce que y a régulièrement, je vois quand même au-delà de la direction d'acteur, tu peux dire que c'est quand même son corps de métier, mais régulièrement, dans le point de vue qu'il a par rapport à son histoire, à ses personnages, à des idées de mise en scène, de découpage, de montage, t'es pas juste face à un joli petit film. Il y a un vrai cinéaste derrière. Et si on veut aller un peu dans la provoque, on peut même dire le film a été fort vendu comme un mélange entre Gus Van Sant et Larry Clark. Le film est infiniment supérieur. C'est ni l'un ni l'autre, mais si on veut aller là-dedans, le film est supérieur au dernier film de Gus Van Sant qu'on ait pu voir, dont on parlait tout à l'heure, et largement supérieur à pas mal de films de Larry Clark aussi, je pense. Bref, donc on a été long de nouveau sur Mid-90s, mais on enchaîne tout de suite avec les conseils. Mais moi, j'ai été mauvais élève, donc je n'ai malheureusement rien à vous conseiller aujourd'hui, si ce n'est de nous rejoindre le 15 mai à 20h au Kinographe, donc le cinéma éphémère de Bruxelles, aux casernes d'Ixelles, où nous introduirons donc le film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Si vous ne l'avez pas vu sur grand écran, c'est l'occasion. La salle est très belle, très confortable, très grande, donc venez nombreux et vous pourrez voir enfin le film qui ne filme que Marlon Brando dans l'obscurité. et vous comprendrez enfin la blague que vous n'avez jamais compris de Hot Shot 2 si vous n'avez jamais vu ce film. En fait, t'as pas de conseil, mais t'arrives quand même à faire le meilleur conseil de l'histoire de transmission. Revoyez Hot Shot 2 avant de venir voir Apocalypse Now. Donc, Lucien, qu'as-tu à nous conseiller ? Ben moi, outre le Géant de fer et The Grey, Géant de fer, chef-d'œuvre de Brad Bird, et The Grey de Joe Carnahan, que j'ai revu dernièrement et que je conseille à la volée, je vais conseiller un film que j'ai vu une fois et dont je ne me souviens plus bien, mais auquel j'ai pensé devant El Reno, qui est L'exercice de l'État de Pierre Scholler, auquel j'ai pensé à 2 reprises devant El Reno.
Voilà, ça fait très longtemps que je l'ai plus vu, je l'ai plus bien en tête, mais je vais moi-même le revoir et j'en ai un bon souvenir, donc je suis sûr que vous pourrez faire de même. Ok, super. Donc, Manu, toi? Mon conseil du jour est lié à El Reino. On a souvent parlé de Lumet dans les critiques presse vis-à-vis de ce film. Moi, ça m'a fait beaucoup plus penser à du Poliziesco, qui était le cinéma policier italien des années 70, et notamment au film de Sergio Solima, dont ressort actuellement chez M6 Vidéo, dans une super belle copie restaurée, la poursuite implacable, ou Revolver, qui est un film qui a été longtemps invisible dans nos contrées, qui est un film avec Fabio Testi et Olivier Reed. Olivier Reed joue un ancien flic devenu directeur de prison dont la femme va être enlevée, et il va avoir pour mission de libérer un condamné de sa prison en échange de la vie de sa femme, et progressivement va se nouer une sorte de buddy movie entre ces deux personnages qui vont se rendre compte qu'ils font partie d'une beaucoup plus grande intrigue que celle qu'on a déployée au départ. Et donc dans cette dynamique de cinéma de genre, le film va progressivement dévier vers, comme dans El Reino, dans un peu une mise en accusation du système. Et voilà, c'est un film qui regorge d'idées de mise en scène, notamment dans la manière d'inscrire ces personnages, notamment dans un cadre parisien qui est loin du cliché touristique qu'on pourrait pu avoir récemment dans un Mission Impossible, des trucs comme ça. Les séquences d'action, il y a notamment un échange de coups de feu en plein Belleville. Donc voilà, ce film de Solima, aussi peu visible dans nos contrées, désormais disponible chez M6 Vidéo dans une superbe copie, donc je vous le conseille, c'est un film à redécouvrir. Merci Manu. Et donc comment s'appelle ce film? Tu as été un petit peu long, j'ai oublié même le titre. C'était La poursuite implacable ou Revolver, avec Fabio Testi et Olivier Reed, sûrement dans un de ses meilleurs rôles. Ok, génial. Pourtant, Oliver Reed a l'air de rien, une sacrée carrière. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce numéro de transmission. On vous retrouve très bientôt, en tout cas on l'espère, pour le numéro 30. Merci et à bientôt.